Et ce qui me semble, c'est vrai, on a parlé de décoloniser le narratif, il y a une autre décolonisation, mais moi je crois que ce qui est important, c'est vraiment la décolonisation mentale. Parce que je crois que la cible qui a été atteinte, c'est notre tête d'abord. Mais pourquoi ceux qui nous colonisent en venant, ils n'ont pas envoyé d'abord les militaires seulement, ils ont envoyé des religieux, des universitaires, c'était une mission civilisatrice. Donc pour sortir du problème dans lequel nous sommes, il faut d'abord, je crois qu'un écrivain camerounais a parlé d'ajustement culturel, mais je crois même il faut même une révolution culturelle, il faut qu'on sorte. Parce que malheureusement on est dedans, on ne le sait même pas. Aujourd'hui nous-mêmes nous sommes devenus des agents de ces politiques sans même nous rendre compte. Quelqu'un a parlé du numérique derrière, c'est vrai, quand tu ouvres ton téléphone le matin, tout ce que tu vas commencer à lire, mais quelqu'un a fixé un ordre du jour pour toi. Ce qui s'est passé dans le monde, qu'est-ce qu'il y a, donc toi-même, tu es sur leur sujet. Tu te préoccupes peut-être d'une vieille femme qui est tombée d'un bâtiment à Paris, d'un incendie à Tel Aviv, de tel autre, mais si des gens meurent à Ségou, ce n'est pas un événement parce que ce n'est pas dans les contenus qu'on vous présente. Donc je pense que notre révolution première, c'est mental. Malheureusement, je ne veux pas défendre nos États, hein, et chacun de nous est comptable. Et quand le colonisateur est parti, il nous a tellement bien préparé qu'on a mis les chaussures du colonisateur et malheureusement, on a traité notre population comme le colonisateur nous traitait. Et vous savez ce que certains appellent le syndrome du persécuté. Quelqu'un qui a été persécuté développe 90% de chances de faire la même chose aux autres. Donc nous sommes dans un traumatisme. Si nous-mêmes nous n'en sortions pas, nous allons dans les villages, on traite les villageois comme les colons nous traitaient, on est condescendant, on pense qu'ils sont ignorants, ils ne parlent pas français, ils ne connaissent pas tel langue, ils connaissent leurs problèmes mieux que nous. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est de sortir des bottes du colonisateur, de sortir éventuellement de son livre, et d'avoir, même si vous regardez nos intellectuels quand on va dans les conférences, mais toutes leurs références sont occidentales. Pourtant, on a les Ampateba, on a les Nkrumah, on a d'autres qui ont réfléchi pour nous. On a même des gens qui ne sont pas connus. On a nos adages. Mais pourquoi on n'essaie pas de sortir tout ça? Parce que tu ne peux pas être dans le livre de quelqu'un et le battre. Hein? Impossible. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, mais il faut que nous-mêmes, nous comprenions qu'il faut que nous ayons cette révolution mentale, comme il a dit au banquet de l'histoire. Parce que quand vous allez ce qu'ils appellent mondialisation, en réalité, ce n'est pas une mondialisation, c'est une occidentalisation du monde où nous, on n'a pas de rôle. On subit, on est des sujets. Donc, dans cette mondialisation, seule la culture permet à l'Afrique de venir avec une supériorité pratiquement, comparée à beaucoup de pays. Parce que beaucoup de ces pays, comme un de nos anciens chefs d'État disait, nous fûmes quand d'autres n'étaient pas. Donc, je pense que ça, c'est important. Quand on parle de mondialisation, il faut que chacun... Tu ne peux pas venir les bras ballants. Qu'est-ce que tu amènes? Tu amènes ton identité, ton parcours, ton histoire. Il y a beaucoup de choses, ton honneur, ta dignité. Donc, je pense que ça me semble être extrêmement important de parler d'abord de décolonisation mentale. Je pense que notre frère ou quelqu'un a parlé ici de questions de richesse ou de pauvreté. Mais ça aussi, on nous a mis dans la tête qu'on était pauvres. Et nous-mêmes, on s'est convaincu qu'on est pauvre. Quand l'AES a commencé aussi, tout le monde a dit 3 pays enclavés, pauvres, ils n'iront nulle part. Et beaucoup, malheureusement, parmi nous, ont commencé à réciter ça. Mais c'est quoi la pauvreté? C'est quoi la richesse? Et pourquoi nous sommes pauvres et ceux qui sont riches, quand ils sont chez nous, même quand on leur dit de partir, ils ne vont pas. Parce que on nous a rendus pauvres, y compris mentalement. Parce que si tu es pauvre, moi, je crois que c'est la pauvreté de l'ambition, c'est la pauvreté de l'imagination, la pauvreté de la compréhension de la situation où nous sommes. Parce que quand on te dit que tu es pauvre, même quand tu es assis, même si tu es assis sur l'or, mais tu ne vas pas voir. Parce que tu vois l'or chez l'autre. Or, l'autre voit l'or à tes pieds. Et il faut que lui, il te rende pauvre, parce que les autres sont malheureusement dans des schémas pas gagnant-gagnant. Ils sont dans des schémas où il faut que toi, tu sois pauvre pour que lui soit riche. Donc, mais parce que si toi tu commences à réfléchir richesse, pour lui, tu es en train de... Donc, moi je pense qu'il faut vraiment que nous-mêmes, population, on se sorte de ça, qu'on nous mette dans... Oui, je crois que c'est une pauvreté fabriquée,
c'est une pauvreté institutionnelle, c'est une pauvreté qui nous a mis dans des situations où nous ne sommes même pas conscients ni de notre pauvreté ni de notre richesse. Donc je pense que ça me semble être un élément important. Je crois que vraiment, pour moi en tout cas, tout se passe dans la tête. Et un des problèmes les plus importants pour les Africains, c'est que cette colonisation mentale a créé le doute chez nous, y compris chez nos intellectuels. Y compris chez beaucoup de nos intellectuels n'osent pas aborder certaines questions qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, parce qu'ils n'ont pas confiance. Quand un professeur de l'université de Bamako produit un document, ça arrive au chef d'État, ou en tout cas à certains chefs d'État, dans le temps, mais on met de côté, on n'est plus prompt à lire l'écrit d'un stagiaire occidental ou blanc qui est dans nos administrations. Ça veut dire que nous-mêmes, on n'a pas confiance. Et j'ai l'habitude de dire à certains que, est-ce que si Bill Gates était en Afrique, au Mali, est-ce qu'il aurait eu la chance qu'il a eue? Probablement pas, parce que nos jeunes gens qui sont des génies dans nos quartiers, on les traite de fous. Quand ils commencent à fabriquer des petits engins où ils sont brillants, les gens les traitent de fous. Et dans l'autre partie du monde, quand tu es dans une université, tu as beaucoup de choses. Tu es déjà dans depuis l'université, les premiers sont sélectionnés. Les grandes entreprises viennent vous chercher. On vous cherche, il y a une banque qui est prête à investir en vous. On vous crée un marché. Donc nous, c'est peut-être cet environnement qui nous manque. Donc on n'a pas, y compris nos hommes politiques, hein, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Parce que si tu n'as pas confiance, même le courage, tu ne l'auras pas. Parce que, comme Nelson Mandela dit, c'est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Or, on nous fait douter que ce n'est pas possible. N'essayez même pas. Ce que vous êtes en train de dire, ce qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être vraiment dans le long terme. Je veux aussi accepter quelques éléments de critique qui me semblent être importants. C'est vrai, nous devrions dans la démarche faire plus de place aux femmes. D'abord, pas pour leur faire plaisir, pas pour leur faire un cadeau, parce qu'elles constituent dans nos sociétés au moins 60% de la population. Parce que c'est elles qui nous donnent naissance, c'est elles qui nous élèvent. Et je pense que les hommes ont suffisamment géré le monde pour nous amener vers des échecs. Peut-être qu'on doit essayer aussi autre chose. Voilà. Et économiquement, ça a du sens. Culturellement, ça a du sens parce qu'une femme, dans une communauté, une femme élève une communauté, un village. Donc je pense que nous devons, dans notre organisation interne de l'AES ou dans l'organisation de ce type de débat, faire place aux femmes. C'est vrai, les jeunes également. Tout ce qu'on fait dans le cadre de l'AES a marché parce qu'il y a une mobilisation populaire. Donc quand nous organisons ces événements, je crois que j'accepte. Au nom du ministre d'Affaires et des autres, que nous devons faire des efforts à ce niveau, les femmes, les jeunes, mais aussi quelqu'un a parlé des communautés, parce que même ce débat, il est riche, il est dense, il est extrêmement important, mais nous sommes à 30 000 pieds, à 10 000 mètres d'altitude de discussion. Comme les Ivoiriens le disent, est-ce que nous pouvons mettre bas la terre, descendre au niveau des communautés de base? Toutes les bonnes idées qui sont là, est-ce qu'on peut les faire vérifier avec nos communautés, dans leur langue, dans leur environnement, pour qu'ils puissent aussi être partie prenante. C'est vrai que on a beaucoup d'intellectuels autour de cette table, mais ces communautés-là aussi sont des sages à leur manière. Donc, moi je pense que ces trois éléments manquent dans notre démarche et toutes les recommandations qui ont été faites ici me semblent être très pertinentes et il est important que nous puissions vraiment les consolider et les porter à l'attention de nos chefs d'État. Nous allons demander au ministre d'Affaires et moi-même d'être vos interprètes auprès de nos chefs d'État pour qu'on puisse intégrer ces éléments. Je crois que certains ont même parlé d'États généraux à l'échelle de l'AES. Le Mali en a fait, peut-être les autres pays aussi le feront et nous pourrons faire quelque chose à l'échelle de l'AES, mais n'oublions pas ces trois segments clés, les femmes, les jeunes et les communautés à la base pour qu'elles soient totalement partie prenante et qu'il y ait aussi un groupe peut-être de réflexion ou de conseil au niveau confédéral de toute cette sagesse qui puisse nous aider. Comment traduire ça? Il y a une politique commune, culturelle, qui vient d'être adoptée. Peut-être que dans sa mise en œuvre, on doit vérifier. Peut-être beaucoup de ces éléments peuvent venir en complément ou préciser des éléments de cela. Pourquoi ne pas aussi susciter dans nos universités toutes les questions qui sont là? Je ne prétends pas avoir la réponse, mais encourageons nos étudiants, nos chercheurs,
dans les universités, mais à faire leur thèse au lieu d'aller faire leur thèse sur l'Union européenne ou, je sais pas moi, le marché commun de l'Amérique du Sud, mais qu'on puisse travailler sur l'ensemble de ces questions. Parce que les recherches, là, ça commence là-bas. Donc, faisons en sorte que les universités, les universitaires puissent être pleinement partie prenante de ces éléments. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions, je ne peux pas répondre à tout. Le numérique aussi me semble être un élément important, les questions de contenu. Mais il faudra aussi qu'on comprenne que quand on parle de culture, on ne parle pas de rejet et de fermeture par rapport aux autres. Des pays modernes aujourd'hui, comme même les États-Unis, comme le Japon, comme l'Inde, comme la Chine, sont des pays extrêmement modernes, mais ce sont des pays aussi qui sont pleinement ancrés dans leur tradition. Donc il ne s'agit pas d'opposer, mais il faut maîtriser son identité, sa culture et tout, pour pouvoir déjà même absorber. Nous, notre problème, c'est que nous, on a tout laissé de côté, on a mis l'habit de l'autre, on est dedans. Donc maintenant, moi, je crois qu'il faut vraiment être ancré, parce que quand tu es ancré dans ta culture, dans tes traditions, tu as une confiance pour absorber. Et si tu n'as pas ça, en fait, c'est ce que les Français et d'autres proposent, c'est l'assimilation. On te demande de tout laisser à la porte et de rentrer dans un autre schéma. Donc pour moi, ça, c'est extrêmement important. Donc par rapport à la modernité, nos pays peuvent rester ancrés dans leur culture, rester ouverts et maîtriser les éléments de cette modernité. Il a parlé du numérique. Il ne s'agit pas de rejeter le numérique. Tous nos jeunes gens, aujourd'hui, sont sur TikTok. Mais comment vous pouvez promouvoir la culture si ce dont nous parlons n'existe pas dans leur TikTok? Donc il faut que nous nous organisons pour créer des contenus dans les TikTok, en Moré, en Hausa, en Djerma, en Bambara, dans nos langues, qu'on ait ces créations. Si nos jeunes gens vont sur TikTok, ils vont voir ce qui nous intéresse dedans. Parce que tant qu'on n'est pas là-bas, on est dans le livre d'autrui, hein, parce que le TikTok qui est généré par les États-Unis, par d'autres. Donc nos enfants sont en train de réfléchir sur d'autres paramètres, sur d'autres valeurs. Donc il faut que nous comment dirais-je, aujourd'hui, le combat aujourd'hui au niveau de l'Afrique, nous avons pu gagner le combat médiatique parce que nos jeunes gens, on a investi cet environnement médiatique. Mais maintenant, l'autre défi, c'est comment créer les contenus nécessaires pour pouvoir rester et résister à ces changements et utiliser leurs armes contre eux. Il s'agit de ça. Il s'agit d'être très pragmatique. Ce qui marche, nous, on prend. Ce qui marche, l'autre, on le prendra. Mais on peut même faire nôtre ces éléments. Parce que la science, elle est universelle. Mais ça dépend. Si on n'est pas resté, on ne met pas de contenu. Dans ce cas, on va juste absorber ce qui est dedans. Parce que ce n'est qu'un véhicule en définitive. Bon, ce sont ces quelques éléments sans avoir la prétention de répondre à vos questions. Moi, je crois qu'Iba a touché un point qui me semble être important. Je crois que je vais terminer là. Je pense que ce qui nous motive dans l'AES, ce qui motive les chefs d'État, c'est de sortir du schéma, du modèle d'intégration qu'on a connu jusqu'à présent dans nos pays, qui sont des schémas basés sur des institutions, et ces institutions qu'on ne contrôle pas, qui sont peut-être conçues par d'autres, qui ont des modes de fonctionnement, qui sont très détachés de nos réalités. Et dans l'AES, les chefs d'État ont l'ambition d'aller vers une intégration des peuples. Bon, comment nous, on peut faire une intégration des peuples? Comment on peut être différent? Parce que notre plus grande critique, c'est que c'est d'arriver dans quelques années qu'on nous dise que oui, bon, AES, CEDEAO, tout ça, c'est la même chose. Ça, c'est un échec. Bon, on ne peut pas faire l'intégration des peuples sans changer de paradigme, comme quelqu'un l'a indiqué. Comment maintenir cette mobilisation populaire des femmes, des jeunes? Aujourd'hui, quand tu vas au Burkina, tu vas au Mali, tu vas au Niger, on sent qu'il y a un engouement populaire. Mais cet engouement populaire n'est pas permanent. Il faut qu'on puisse le canaliser, il faut qu'on puisse le maintenir, il faut qu'on puisse le projeter, il faut qu'on puisse l'alimenter. Et un des éléments clés, un des indicateurs clés par rapport à ça, mais c'est la libre circulation. Tu as essayé même d'être diplomate, je crois qu'il n'y a pas lieu. Non, on sait qu'à nos frontières, il y a des brimades, il y a des tracasseries, il y a des arnaques qui se font. Pas seulement aux frontières. On peut quitter ici pour aller dans un autre pays. Combien de checkpoints on a dans un seul pays? Est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos populations? Pour moi, l'indicateur réel,
sera qu'un vendeur de tissus au marché de Bamako peut se déplacer, aller vendre ses produits à Ouaga ou à Bobo. Il va se dire que, alhamdoulilah, pour moi, les choses ont changé. Si on n'a pas ça, c'est qu'on a échoué. On a aujourd'hui un groupe qui est en train de travailler avec les ministres de la Sécurité, les ministres de la Défense et d'autres, et les ministres même de l'économie et des finances qui maîtrisent les douanes, pour pouvoir essayer d'établir des corridors qui puissent faciliter grandement le mouvement de nos gens pour faire la différence. Et aussi mettre toutes les infrastructures nécessaires. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais il y a beaucoup de choses que vous avez dit, même en termes de mutualisation d'événements culturels, qui sont déjà dans notre feuille de route. Peut-être que les éléments nouveaux méritent d'être ajoutés. Mais en résumé et en définitive, je pense que seule la culture nous permet aujourd'hui d'aller de l'avant, de faire les ruptures là où c'est nécessaire, et aussi de faire des alliances là où c'est nécessaire, d'être en confiance pour pouvoir avancer. Mais n'avançons pas seuls, n'avançons pas de façon compartimentée. Essayons d'avoir tout ce dont on a besoin dans ce combat-là pour pouvoir avancer. Il faut qu'on donne la main à tout le monde pour pouvoir avancer. Quelqu'un l'a dit ici, c'est que nous sommes en train de dire ici. Peut-être que d'un point de vue confédéral ou étatique, l'AES aujourd'hui c'est les 3 États, mais nous savons qu'en dehors de l'AES, beaucoup de gens partagent ce combat parce qu'ils ont vécu les mêmes traumatismes que nous, ils sont dans les mêmes difficultés. Peut-être qu'ils apporteront d'autres types de réponses. Il y a des gens de la diaspora, dans les Antilles, aux Amériques, partout, notre propre diaspora. Il faut que toutes ces personnes, on puisse vraiment les intégrer parce que la culture peut être un ciment extrêmement important. Et je peux vous dire que nous vous avons entendu et nous avons compris beaucoup de choses. Et personnellement, je me ferai l'avocat de tout ce que j'ai entendu ici. Mais ce débat ne peut pas être épuisé en 2 heures. Il faut qu'on trouve les moyens d'en faire des discussions permanentes et surtout d'en tirer les substrats qui sont utiles pour l'action. Merci.